Bonjour à tous. 1949, c'est l'année où les États-Unis ne sont plus le seul pays à posséder l'arme nucléaire, puisque les Russes, comme vous venez de le voir, la possèdent désormais. On entre pleinement à ce moment-là dans la guerre froide. Parce que là, la dissuasion nucléaire se met en place, c'est-à-dire que désormais, on sait que Américains et Russes, s'ils sont amenés à s'affronter directement, risquent de recourir à l'arme atomique, et ce serait tout simplement la destruction du monde, ou une guerre d'une telle violence que la civilisation en serait compromise, gravement, gravement menacée. Alors on va voir aujourd'hui les grandes crises de la guerre froide. Je vais vous faire la chronologie. Je vais vous faire la chronologie de cette période. Donc on va utiliser comme document maître, vous voyez on va faire toutes ces crises-là, mais on va utiliser ceci comme document maître. Alors je vous l'ai donné, puis il est sur le Padlet, hein, si vous ne l'avez pas, vous pourrez l'imprimer, ça servira de cours. Alors, on avait vu que le début de la guerre froide officiellement, c'est 1947. Alors, il n'y aura jamais d'affrontement direct, comme je vous l'ai dit, entre Américains et Russes, mais il y aura des crises, c'est-à-dire des moments de tension, des moments où on pense, au bord d'une guerre, et heureusement, on n'y basculera jamais. Alors, on va voir aujourd'hui 5 grandes crises, et même un peu plus d'ailleurs. Alors, la première, vous voyez ici, 1948-1949, le blocus de Berlin. Alors souvenez-vous de la situation de Berlin. Berlin est une ville occupée par les Alliés et par les Soviétiques. C'est une ville divisée. Mais Berlin se trouve au milieu de l'Allemagne de l'Est, la RDA. Donc Berlin, c'est un îlot allié au milieu du monde communiste. Puisque Berlin-Ouest est possédé et contrôlé par les Américains, les Français et les Anglais. Et que Berlin se trouve en Allemagne communiste. Staline n'apprécie pas que les Anglais, les Américains et les Français possèdent un petit bout de territoire. Parce que ça fait une vitrine capitaliste, entre guillemets, au milieu du monde de l'Est. Et puis c'est un point de passage par lequel les gens peuvent s'enfuir. Beaucoup de gens passent à Berlin-Ouest, et de là ils prennent un avion et ils partent en Allemagne de l'Ouest. Donc c'est un point qui leur permet d'éviter le rideau de fer, de le contourner, d'y échapper. C'est une espèce de courant d'air dans le grand glacis soviétique. Alors en 1948, Staline prend une décision, il met en place un blocus. Qu'est-ce que c'est qu'un blocus? Vous allez voir, c'est extrêmement simple. Staline interdit toute communication par voie terrestre avec Berlin-Ouest. Il interdit aux camions qui habituellement ravitaillaient Berlin-Ouest et qui partaient d'Allemagne de l'Ouest, il leur interdit, il coupe les trains, etc. Bref, il confine Berlin-Ouest. Et là, les Américains vont réagir rapidement. Ils vont organiser ce qu'on appelle un pont aérien, vous voyez ici un certain nombre d'avions, et ils feront décoller pendant plus d'1 an des avions tous les jours qui amèneront tout ce dont Berlin a besoin. C'est ce qu'on appelle le blocus de Berlin. Alors je ne vais pas vous dire comment ça s'est terminé, et je ne vais pas plus rentrer dans les détails, parce que vous aurez un travail à faire là-dessus, donc je ne voudrais surtout pas vous divulgacher, puisque c'est comme ça qu'on doit dire, la suite de cette histoire. 1949, l'URSS à la bombe. Vous voyez ici qu'éclate une deuxième crise. En 1950 commence la guerre de Corée. Alors la Corée, on en a déjà rapidement parlé quand on a corrigé l'activité sur les causes de la guerre froide. Vous avez vu qu'à la conférence de Yalta, il était prévu de diviser la Corée en 2 zones d'influence, comme on avait divisé l'Allemagne. Les soviétiques étaient influents au nord et les Américains influents au sud. C'est à partir du sud de la Corée qu'ils ont pu préparer un débarquement au Japon qui finalement n'aura pas lieu à cause des débarquements atomiques, mais les Américains étaient des bombardements atomiques, pardon, mais les Américains étaient présents là. Donc la Corée est divisée en deux. Le nord, il y a le parti communiste coréen qui le contrôle. Alors le chef du parti communiste coréen, on a peut-être déjà entendu parler, puisqu'il s'appelait Kim Il-sung, et que c'est le grand-père de Kim Jong-un, l'actuel président, chef, dictateur de la Corée du Nord. Qui c'est ce Kim Il-sung? Eh ben, c'est quelqu'un qui va être un communiste coréen, qui va organiser le parti communiste coréen pendant les années 30. À partir des années 30, les Japonais, même bien avant, ont envahi, dès les années 20, ils ont envahi la Corée. La Corée est sous domination japonaise, et une domination extrêmement cruelle, extrêmement brutale. Et Kim Il-sung va être, avec les communistes coréens, un des résistants à cette occupation.
Et il va notamment s'organiser militairement avec le soutien de l'URSS et il participera à la guerre, il participera à chasser les Japonais de la péninsule de Corée. En 1950, il est dirigeant de ce qui n'est pas officiellement la Corée du Nord et il y a une Corée du Sud. Alors vous voyez 3 cartes ici qui vous résument la guerre de Corée. La guerre de Corée, c'est quelque chose d'assez simple en fait, même si, enfin assez simple, je n'entrerai pas dans les détails, mais on peut la comprendre un peu simplement. En août 1950, le Nord va envahir le Sud, d'accord? Kim Il-sung et les communistes nord-coréens envahissent le Sud. Et il se trouve que l'armée sud-coréenne n'était pas préparée à ça. Donc vous voyez, ils vont foncer très rapidement. Et en quelques mois, en 2-3 mois, ils vont quasiment prendre le contrôle de toute la péninsule de Corée. Sauf ici, cette petite poche là autour du port de Pusan. Vous voyez, c'est marqué tête de pont de Pusan. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, l'ONU va envoyer des troupes pour libérer la Corée du Sud. Alors vous allez me dire, mais c'est pas logique, parce que quand vous avez parlé de l'ONU, vous aviez dit que les soviétiques étaient membres du Conseil permanent de sécurité, donc ils auraient pu empêcher, poser un veto pour empêcher cette intervention, puisque les soviétiques sont alliés, ils soutiennent les communistes nord-coréens. Eh bien, il se trouve que théoriquement oui, sauf que les communistes n'étaient pas là, ils pratiquaient ce qu'on appelle la politique de la chaise vide, c'est-à-dire qu'ils refusaient de siéger à l'ONU, et vous allez me dire, mais pourquoi? Eh bien parce qu'en 1948, la Chine était à son tour devenue communiste. D'accord? Il y a un homme qui s'appelle Mao Tse-tung, qui était le chef du parti communiste chinois, qui a pris le contrôle de la Chine. C'est pour ça que sur la carte que vous avez, la Chine est un pays communiste. Et au début, eh bien, les membres de l'ONU ne vont pas reconnaître la Chine communiste. Ils vont dire c'est un coup d'État, on ne reconnaît pas ce gouvernement. Donc la Chine, qui devait avoir un siège au Conseil permanent de l'ONU, ben, n'en a pas. Le siège est vide. Et par solidarité, les soviétiques vont dire nous aussi on ne siégera pas. Comme ça, on refuse de participer à cette mascarade. C'est ce qui fait qu'une intervention de l'ONU va pouvoir être votée. Alors les soviétiques s'en mordront les doigts, mais en tout cas, elle sera là. Elle aurait eu lieu sans doute. Je veux dire, les Américains seraient arrivés quand même, car vous l'avez compris, ce sont les Américains principalement qui vont débarquer, mais pas uniquement. Il y a même eu plusieurs milliers de combattants français. Enfin, il y a eu une vraie coalition, une vraie alliance avec des pays du monde entier. Et donc, avec le matériel américain, eh ben, les communistes nord-coréens vont être repoussés. Vous les revoyez. C'est ici. On les voit repoussés, et là, bien au-delà de ce qu'est le 38e parallèle. Le 38e parallèle, vous savez, les parallèles sont des lignes imaginaires qui séparent le monde, qui permettent de faire les cartes. Et donc, les communistes sont repoussés quasiment jusqu'à la frontière avec la Chine. Je dis quasiment parce qu'en novembre 1950, devant le désastre militaire des Nord-Coréens, qui là sont en train de se faire écraser, eh bien les Chinois vont envoyer des millions de combattants qui vont aller se battre aux côtés des communistes nord-coréens. Donc là, c'est bien la solidarité communiste qui joue. Les communistes chinois et les communistes coréens combattent côte à côte face aux Américains et aux troupes de Corée du Sud. Le tout avec une aide soviétique, d'accord? Mais les soviétiques vont pas envoyer d'hommes, ils vont faire un soutien de matériel. Ils vont fournir un peu d'avions, un peu de tanks, ce qu'ils pourront. Mais Staline était pas enthousiaste, il n'avait pas approuvé particulièrement cette invasion. Donc ils vont soutenir, mais le gros du soutien, vous voyez, ce sont les Chinois, d'où la offensive chinoise et nord-coréenne. Et alors effectivement, cette offensive va plutôt bien fonctionner, puisqu'ils vont repasser le 38e parallèle, et donc reconquérir une partie du territoire perdu. Et alors, de janvier 51 à juillet 1953, pendant 2 ans, il y a une guerre absolument abominable qui se déroule là-bas. C'est-à-dire que les Américains vont systématiquement bombarder toute la Corée du Nord, qui va être littéralement rasée. C'est-à-dire que toutes les villes seront détruites. On va envoyer du napalm, c'est-à-dire des bombes incendiaires. Et le général MacArthur, qui commande l'armée américaine, envisagera même de faire un bombardement atomique à la frontière avec la Chine pour que les Nord-Coréens ne reçoivent plus de soutien chinois. Bon, ça ne se fera pas, mais au bout de 3 ans d'une guerre absolument abominable qui fera des millions de morts civils, des centaines de milliers de morts chinois, coréens, et je vous dis des millions de morts civiles, eh ben,
la paix va être signée. Les Chinois ne voudront plus perdre autant d'hommes au nord. Les Américains, pareil, ne voudront plus continuer cette guerre. Et en fait, on va revenir au point de départ qui était le 38e parallèle. Et il y aura officiellement une Corée du Nord communiste et une Corée du Sud qui est capitaliste. C'est ce qui vous explique aujourd'hui pourquoi il y a deux Corées. Alors vous voyez cette frontière là sur le 38e parallèle où il y a la fameuse ligne, la zone démilitarisée qui sépare les deux pays, dont je vous ai parlé rapidement dans l'introduction du cours. Alors 1953, c'est aussi l'année de la mort de Staline. Il va mourir d'un accident vasculaire cérébral. Je vous ai mis deux journaux français. Le monde entier est en deuil. On perd le camarade Staline, etc. Vous voyez. Effectivement, je vous passe les tombereaux d'éloges qu'il recevra à ce moment-là. On est loin dans certains pays de le considérer comme un monstre à l'époque. Vous savez, vous en savez plus aujourd'hui que beaucoup de gens. Vous êtes moins aveuglés quant à ce qu'il a fait. Et l'homme qui va lui succéder, c'est Nikita Khrouchtchev. Alors, vous verrez Khrouchtchev, ça se prononce Khrouchtchev ou Khrouchtchev. C'est bon, j'ai toujours entendu les deux. Donc c'est Khrouchtchev qui succède à Staline. Il avait été un de ses bras droits. Et c'est lui qui devient premier secrétaire du Parti communiste russe, donc chef de l'Union soviétique. Donc voilà rapidement pour la guerre de Corée. Alors 1961, une nouvelle crise éclate à Berlin. Mais là, je ne vais pas développer. Retenez juste qu'un mur est construit à Berlin pour couper la ville en deux, pour entourer la partie ouest. Alors vous verrez dans l'activité que vous ferez, pourquoi et comment ça s'est fait. On va sauter à l'année 1962, à la crise de Cuba. Vous voyez, Cuba, c'est une petite île des Caraïbes, où en 1959, un homme qui s'appelle Fidel Castro a pris le pouvoir, c'est un communiste. Il a chassé un dictateur qui s'appelait Batista, qui était soutenu par les Américains. Vous connaissez sans doute un des compagnons de Fidel Castro, c'est Ernesto Guevara, dit Che Guevara. Il est toujours très connu. Et donc, à quelques centaines de kilomètres des côtes américaines, il y a désormais un pays communiste, ce qui déplaît fortement aux Américains. Alors, qu'est-ce qui se passe en 1962, le moment où on a été, apparaît-il, et je veux bien le croire, à deux doigts d'une guerre atomique. Alors, les Américains avaient installé des missiles en Turquie. La Turquie, c'est pas loin de l'URSS. La Turquie fait partie de l'OTAN. Donc, en tant que membre de l'OTAN, ils ont installé une base de lancement de missiles. Les soviétiques ont décidé d'aller, pour protéger l'île de Cuba, vous voyez, qui est ici, et pour répondre aux Américains qui les menaçaient avec leurs missiles, puisqu'ils étaient à portée de tir, ils ont décidé d'aller installer des sites de lancement de missiles. Donc vous avez ici le détail des troupes et de ce qu'envoient les soviétiques à Cuba. Le 14 octobre, vous avez un avion espion américain. C'est quoi un avion espion ? C'est un avion qui survole très discrètement des zones, qui prend des photos et ensuite c'est analysé pour savoir ce qui se passe. D'accord ? C'est pas un avion de transport de troupes, de marchandises ou que sais-je. Bref, vous avez les Américains qui font de l'espionnage et qui repèrent un chantier de construction de lancement de missiles à Cuba. Un peu plus d'une semaine plus tard, le président Kennedy, qui a été élu quelques mois plus tôt, un an d'ailleurs plutôt, il va intervenir à la télévision américaine, et d'ailleurs dans le monde entier, dans le monde entier on écoutera ce qu'il dit, et il dit voilà, nous avons des preuves irréfutables, vous voyez là vous avez un plan de Cuba, que les soviétiques sont en train d'installer des rampes de missiles, d'accord ? Nous savons qu'il y a des cargos dans l'océan qui sont en train d'arriver, d'accord ? Donc, ils sont en train d'amener le matériel final. S'ils terminent de construire leur base de missiles, ils pourront menacer directement tout le territoire américain. Vous voyez ici, vous avez la portée de tir des missiles. Vous voyez exactement ce qu'il y a en termes de portée de tir. Donc, à partir de Cuba, les missiles soviétiques, que ce soit les SS-4 ou les SS-5, pouvaient toucher n'importe quelle zone du territoire américain. Ce qui veut dire que les soviétiques pouvaient frapper à coups d'armes atomiques ou d'autres missiles des villes américaines. Ce qui était insupportable pour les Américains, évidemment. Donc, le 22 octobre, Kennedy dit voilà, j'ordonne aux Soviétiques de retirer tous leurs missiles et tout leur matériel et de faire demi-tour aux navires soviétiques qui sont en train de se diriger vers Cuba. Et pour cela, je trace une ligne rouge qui sera un blocus, on a déjà vu ce mot-là avant, comme à Berlin,
Ben, il dit voilà, interdiction à aucun navire de s'approcher dans le cercle là que je trace, qui est autour de Cuba. Si un navire soviétique rentre dans cette zone, il sera coulé immédiatement. Et le 24 octobre, Khrouchtchev, dirigeant de l'Union soviétique, déclara si les États-Unis veulent la guerre, alors nous nous retrouverons en enfer. Donc le monde entier se dit que on est à deux doigts d'une guerre atomique, parce que si les Russes n'ordonnent pas à leurs bateaux de faire demi-tour, eh ben les Américains les couleront et une guerre nucléaire commencera. Et ça va durer plusieurs semaines. Et le 29 novembre, Khrouchtchev va finalement ordonner aux navires soviétiques de faire demi-tour. D'accord? Alors, il va négocier ça avec Kennedy. Il va dire, ok, j'ordonne aux navires de faire demi-tour, vous voyez bien. Il va démanteler les installations de missiles, c'est-à-dire que les soviétiques ne construiront pas de base de lancement de missiles. Et en contrepartie, les missiles américains qui étaient en Turquie et qui menaçaient le territoire russe seront eux aussi retirés et démantelés. Donc ce sera la fin de la crise des missiles de Cuba. Et je peux vous assurer que pendant plusieurs jours et plusieurs semaines, le monde entier a retenu son souffle. Vous avez cette très célèbre caricature qui illustre la situation. On voit le bras de fer entre Kennedy et Khrouchtchev. Il y en a un qui dit j'ai le droit d'installer des missiles dans un pays allié, puisque vous le faites bien, vous installez des missiles en Turquie, moi j'en installe à Cuba. Donc je ne céderai pas, personne ne veut céder, et ils ont tous les deux le doigt sur le bouton qui déclenche l'arme atomique. Donc vous voyez, dans tous les cas, tout le monde perd. Cette caricature est très, très célèbre, et voilà, prenez le temps de bien la regarder, de bien la comprendre. Alors après la crise des missiles de Cuba, va commencer ce qu'on a appelé la détente. Alors la détente, c'est une période de la guerre froide, où Américains et Soviétiques ont pris conscience qu'ils étaient passés à deux doigts d'un conflit direct et donc d'un conflit atomique. Donc ils vont mettre en place ce qu'on appelle le téléphone rouge, c'est-à-dire qu'il y a une ligne directe entre la Maison Blanche et le Kremlin, c'est-à-dire le siège du gouvernement américain et le siège du gouvernement soviétique, pour que les dirigeants se parlent et qu'on évite à nouveau une guerre comme ça. Je vous mettrai dans le lien de la vidéo la bande-annonce d'un excellent film de Stanley Kubrick qui s'appelle Docteur Folamour et qui est une comédie, comment dire, une comédie pince sans rire, extrêmement glaçante. C'est très drôle, mais qui parle d'une situation comme ça, de guerre atomique qui démarre. Vous regarderez la bande-annonce et j'espère que vous avez regardé le film. C'est un grand film et vous comprendrez ce qu'a été la peur de l'arme atomique et la stratégie de la dissuasion à l'époque. Donc la détente, c'est très simple, c'est une période où les Américains et les Soviétiques décident de discuter. Khrouchtchev ira même en visite aux États-Unis. Bon, pour la première fois, un dirigeant soviétique vient en URSS, donc on essaye de se calmer. Alors 1963, c'est le début de la guerre du Vietnam. C'est aussi l'année où le président Kennedy est assassiné. Je ne rentre pas dans les détails, mais c'est son vice-président, Lyndon Johnson, qui va devenir président. Alors, la guerre du Vietnam. Le Vietnam, c'est ici, en Asie du Sud-Est. Alors, c'est une ancienne colonie française. On en a parlé l'an dernier, c'est ce qu'on appelait l'Indochine. Bon, il y a eu une guerre qu'on appelle la guerre d'Indochine qui a duré de 1946 à 1954. On en parlera quand on fera le cours sur la décolonisation. Mais retenez que les communistes vietnamiens ont chassé les Français pendant la guerre d'Indochine et que le pays, encore une fois, a été coupé en deux. On a donné le nord aux communistes, le nord du Vietnam, et le sud à un gouvernement soutenu par les Alliés. Vous voyez, on a partagé le pays comme on a partagé la Corée, comme l'Allemagne était partagée. Vous voyez, chacun se répartissait les pays. Bref, le Vietnam du Nord est communiste et le Vietnam du Sud ne l'est pas. Alors, c'était censé être temporaire en fait, cette séparation. Quand en 1954, on a créé un Nord-Vietnam et un Sud-Vietnam, le Nord soutenu par l'URSS et la Chine, le Sud par les États-Unis, on avait dit mais dans quelques années, on fera une réunification, il n'y aura qu'un seul Vietnam, vous êtes un seul peuple, on fera un référendum. Rien ne se fait. Alors qu'est-ce qui va se passer? C'est que le nord du Vietnam, d'accord, les communistes nord-vietnamiens, dont le chef s'appelle Ho Chi Minh, ils vont organiser une guérilla, c'est-à-dire ils vont faire des actions armées dans le sud pour essayer de prendre le pouvoir par la force. Les Américains vont envoyer des troupes, d'accord, jusqu'à plus de 500 000 hommes pour affronter la guérilla Viet Minh,
donc les communistes nord-coréens, nord-vietnamiens, pardon. Et pendant des années, les Américains vont se retrouver dans une guerre qui, s'ils peuvent pas la perdre parce qu'ils sont bien plus puissants militairement, ils ont l'armement le plus moderne qui soit, ils n'arrivent pas à la gagner parce qu'ils n'arrivent pas du tout à mettre fin aux actions du Viet Minh. Comprenez? Alors je vous mets ici une petite carte. Donc le territoire, vous le voyez, il est divisé sur un parallèle, 17e parallèle. Au sud, la capitale, c'était Saigon. Au nord, c'était Hanoï. Le Vietnam Nord était communiste. Le Vietnam Sud était allié des Américains. Les Américains avaient des bases. Ils avaient aussi des bases dans la région, d'accord, notamment en Thaïlande. Le Laos et le Cambodge ont essayé de demeurer neutres, mais malheureusement, ils ont pas, malgré eux, ils ont été emportés dans la guerre. Les Américains vont bombarder en continu le nord du Vietnam pour que le Vietnam arrête de ses incursions, c'est-à-dire d'envoyer des troupes dans le sud. Donc sur le terrain, les soldats américains se battent dans les régions montagneuses, dans les rizières, dans les forêts qui sont au sud du Vietnam, où ils affrontent à la fois les troupes nord-vietnamiennes, mais aussi une partie de la population civile, parce qu'une partie des Vietnamiens du Sud soutiennent les Vietnamiens du Nord, sont plutôt d'accord avec eux, parce que le régime de Vietnamiens du Sud est une dictature, et qu'en fait, ils ne veulent pas que leur pays soit divisé, et qui sont fondamentalement opposés à la présence américaine, même s'ils ne veulent pas non plus de dictature communiste, vous comprenez? Les choses sont compliquées, hein. Mais il y a un soutien dans la population, il y a un soutien du Vietnam Nord. Mais vous avez aussi, bien évidemment, dans le sud du Vietnam, des gens qui sont pro-américains et qui se feront massacrer à la fin de la guerre s'ils n'ont pas réussi à fuir. Et là, ce que vous voyez, ce qu'on appelle les Peace Ho Chi Minh, c'est-à-dire que, bon, pour ravitailler les troupes qu'ils avaient dans le sud du Vietnam, eh ben, les Nord-Vietnamiens passaient à travers les montagnes du Laos, à travers les forêts, et allaient ravitailler le pays. Ce qui fait que le Laos et le Cambodge, pauvres petits pays qui voulaient rester en dehors de ça, se font bombarder par les Américains. Alors là, l'usage du napalm, le napalm, je vous ai dit, cette agence, ces bombes incendiaires, va être massif. Les Vietnamiens du Nord vont être sous les bombes, les Laotiens, les Cambodgiens. Ça, on va utiliser l'agent orange, c'est-à-dire des pesticides qui aujourd'hui tuent encore des gens parce que ça crée des pollutions invraisemblables. Et ça va s'achever comment? Eh bien par un retrait américain, d'accord? C'est-à-dire que compte tenu de cette guerre qui n'a aucun sens, où des soldats américains meurent, on ne sait pas pourquoi, où des millions de civils, d'accord, de combattants et de civils vietnamiens vont mourir, eh ben, l'opinion américaine va considérer que ce conflit n'a pas lieu d'être, et l'opinion mondiale est très opposée à la guerre du Vietnam, qu'on laisse les Vietnamiens avoir un pays uni, et on n'a pas à les coloniser ou à leur imposer une guerre pareille. Et donc en 1973, les Américains vont se retirer du Vietnam, et 2 ans après, la guerre est totalement terminée, parce que le Nord-Vietnam a envahi le Sud, et le pays est unifié. C'est pour ça que vous avez aujourd'hui au Vietnam un gouvernement qui est toujours officiellement communiste, même si, comme la Chine, qui est toujours officiellement communiste, ça n'empêche pas d'être un pays très capitaliste. Mais ça c'est autre chose. Donc cette guerre du Vietnam, elle va traumatiser l'opinion américaine, puisque des centaines de milliers d'Américains vont aller se battre dans un pays qu'ils ne connaissent pas, face à un ennemi qu'ils ont du mal à cerner, vont commettre un nombre de crimes de guerre invraisemblables, et vont en sortir complètement traumatisés, et vraiment, les Américains vont être profondément marqués. Je vous mettrai une liste de films que vous pouvez regarder sur la guerre du Vietnam, pour voir un peu comment ça a été traité par le cinéma américain. 75, fin de la guerre du Vietnam, c'est vraiment une défaite pour les Américains là. Parce qu'ils avaient tout fait pour empêcher que le pays ne devienne un pays communiste, au nom de ce qu'on appelle la théorie des dominos. C'est-à-dire que si le Vietnam devient communiste, eh ben, tous les autres pays de la région le deviendront. Donc ils se sont accrochés là-dessus, vous comprenez, comme des dominos où un domino qui tombe entraîne tous les autres. Eh ben, c'était la théorie de l'époque. Alors j'en dis pas plus en détail. Alors vous voyez ensuite qu'il y a un conflit, ici l'invasion de l'Afghanistan. Alors l'Afghanistan, vous voyez, c'est un petit pays qui est situé ici. Il est entre l'Iran et le Pakistan. C'est un pays qui a toujours été envahi, qui a toujours résisté et qui a toujours rejeté les grands empires qui en ont fait la conquête. Donc, dans les années 70, il y avait un gouvernement pro-communiste qui s'était installé en Afghanistan, donc il était soutenu par l'Union soviétique. Simplement, vous avez une partie de la population afghane qui va se soulever contre ce gouvernement communiste et qui va résister.
Et il se trouve que les Afghans sont des guerriers absolument hors pair. Ils sont organisés en tribus. Donc commence une guerre qui est en fait comparable à celle du Vietnam. C'est-à-dire que les Soviétiques vont envoyer l'armée rouge en Afghanistan en 1979. Et pendant 10 ans, les troupes soviétiques vont essayer de garder le contrôle du pays, ce qui va être absolument impossible, parce qu'elles seront harcelées en permanence par les moudjahidines afghans, les combattants afghans qui veulent chasser les communistes. De plus, les Américains vont aider ces moudjahidines en leur fournissant du matériel, notamment des missiles qui permettent d'abattre les hélicoptères. Il faut que vous compreniez, vous irez regarder sur Google Images, mais l'Afghanistan, c'est un pays avec des vallées très montagneuses. Donc c'est pour ça que là, vous voyez, vous comprenez intuitivement qu'il y a assez peu de routes. Donc quand vous voulez circuler en Afghanistan, bah, soit vous passez dans les vallées et c'est compliqué, soit vous avez les routes, mais les routes, vous pouvez très facilement préparer des embuscades dessus, soit il faut évoluer en hélicoptère. Et les Américains vont donner aux Afghans des lance-missiles portables qu'on appelle des Stinger et qui vont détruire en fait littéralement les hélicoptères américains, soviétiques, et qui font que les soviétiques vont s'embourber dans ce conflit, ils vont y perdre des milliers d'hommes, un matériel invraisemblable, ils vont commettre des crimes de guerre sans nom sur les populations civiles, parce que pareil, quand vous êtes en guerre contre une population, quand vous êtes face à une guérilla, potentiellement tout le monde est votre ennemi. Et donc en 1979, les soviétiques finiront par se retirer, et les gens qui prendront le pouvoir en Afghanistan seront les anciens moudjahidines, dont certains deviendront les talibans, mais on en parlera après. Alors avec cette guerre, elle va faire des millions de réfugiés en Iran, au Pakistan, et aujourd'hui encore, elle a des conséquences, mais on en parlera plus loin dans l'année. Donc retenez que l'Afghanistan, c'est le Vietnam des soviétiques, où ils vont s'épuiser. Ils vont s'épuiser parce que là, ils luttent contre un peuple, donc ils peuvent pas, la propagande selon laquelle ils sont là pour soutenir tous les peuples opprimés, non, là c'est eux qui envahissent un peuple qui n'a rien demandé, et effectivement, ça leur nuit considérablement. Alors, je ne peux pas m'empêcher de vous mettre effectivement deux films américains que vous avez peut-être déjà vus avec l'inénarrable Sylvester Stallone. Dans Rambo 2, bon, Rambo, le premier Rambo est un très bon film, c'est l'histoire d'un combattant américain qui revient du Vietnam complètement traumatisé et qui est rejeté par la société. C'est un film qui tient la route. Bon, dans Rambo 2, comme souvent dans le cinéma, les Américains refont l'histoire. Donc dans Rambo 2, bon, bah, Stallone va gagner la guerre du Vietnam. Il est renvoyé au Vietnam et il gagnera la guerre du Vietnam à lui tout seul. Et dans Rambo 3, eh ben, il va en Afghanistan, aux côtés des moudjahidines afghans, combattre l'armée rouge. Donc il va aller affronter et écraser tout seul l'armée rouge. C'est un très mauvais film, mais qui historiquement nous montre quand même un certain nombre comment dire, de choses de l'époque. C'est le reflet de cette guerre froide. Donc, 79-89, la guerre d'Afghanistan, et vous voyez qu'en 1989, il se passe quelque chose. La chute du mur de Berlin. Alors cette chute du mur de Berlin, vous travaillerez dessus. C'est-à-dire que vous verrez ce qui s'est passé, pourquoi le mur s'est effondré à Berlin. Mais concrètement, à partir de 1989, il y a une révolte dans tous les pays d'Europe de l'Est. Les gens rejettent le communisme et en fait, le système ne fonctionne plus du tout. Ce qui fait que les États satellites d'Europe de l'Est vont se détacher de l'Union soviétique. Il y aura des révoltes pacifiques. Et en URSS, le pouvoir soviétique va s'arrêter de lui-même. Alors, j'en reviendrai plus tard quand on verra bien la fin de la guerre froide. Je rentrerai en détail. Mais à partir de 89, l'URSS commence à s'effriter. Vous savez, comme un parpaing, comme un mur, comme quelque chose qui s'effrite, c'est-à-dire se décompose. Et en 1991, l'URSS va s'arrêter et commence, c'est-à-dire que les dirigeants de l'URSS vont dire bah, on arrête, c'est la fin du communisme, et l'URSS va devenir la Russie. On en parlera à la fin du cours. Alors sur ce cours-là, ce sera là l'infographie que je mets en ligne, c'est ça qui vous servira de base. D'accord? Donc vous n'aurez pas de trace écrite à recopier, il faut mettre cette carte et bien comprendre bien connaître les différentes crises qui sont là. Et pour la prochaine fois, vous allez faire l'activité sur la ville de Berlin. Alors, je vais vous mettre un PDF sur le Padlet. Il faudra utiliser ce document parce que dans le PDF, vous aurez des liens vers des vidéos et en fait, vous allez regarder l'histoire de la ville de Berlin pendant la guerre froide et vous verrez qu'en fait, Berlin est une ville qui symbolise la guerre froide parce que sa situation de départ commence avec la guerre froide et quand le mur de Berlin s'effondre, la guerre froide se termine. Donc, c'est une ville assez symbolique.
Donc vous aurez un PDF et en fait vous aurez des liens vers des images d'archives. Vous savez, j'utilise souvent dans les cours des images extraits des actualités de l'époque. Et donc vous ferez comme ça, vous suivrez à travers les actualités de l'INA, vous suivrez les grands événements qui ont rythmé la vie de Berlin. Vous aurez des questions là-dessus et ça vous permettra de comprendre comment a évolué la guerre froide du point de vue de Berlin. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. Au revoir.